Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'était le 14 janvier 2022. Le peuple malien se mobilisait comme un seul homme pour dénoncer les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA qu'il qualifiait d'illégales, illégitimes et inhumaines. Oui, ces organisations sous-régionales avaient sorti la grosse artillerie en termes de sanctions contre notre pays qui avait décidé de prendre son destin en main suite aux assises nationales de la refondation depuis la journée du 14 janvier en souvenir de cette grande mobilisation patriotique est instituée par les autorités de la transition, journée nationale de la souveraineté retrouvée le 14 janvier, une date désormais symbole de résilience, d'unité nationale, de patriotisme et de dignité retrouvée. 4 ans déjà que cela dure. La 4e édition de la journée nationale de la souveraineté retrouvée, c'est ce 14 janvier 2026. Les préparatifs sont en cours. Docteur Ousmane Koïta, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes conseiller technique au ministère de la refondation de l'État. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez. C'est un plaisir. C'est une page quand même assez récente de l'histoire de notre pays en termes de rappel. Cette date, à quoi est-ce qu'elle renvoie selon vous? Ok, merci bien, monsieur Yaya. Donc c'est une date très récente, certainement, mais pleine de symbolique. D'abord, il faut rappeler que le 14 janvier est consécutif à la rectification de la transition qui s'est passée en 2021, suite à laquelle rectification, il y a eu une salve de condamnation et également de détermination des délais très courts qui ont été demandés à nos autorités par l'extérieur, par nos organisations internationales et autres. Et suite à cela, le gouvernement du Mali a présenté et fait adopter le programme d'action gouvernementale, le PAG, dans lequel PAG, il a été demandé au peuple de dire quelle conduite tenir face à telle situation. Et c'est dans ce cadre-là que les assises nationales de la refondation de l'État ont été organisées. Et les assises ont recommandé que la transition puisse durer de 6 à 5 ans. Et les autorités ont pris le message du peuple pour pouvoir voir leurs homologues et les expliquer cela, afin qu'ils puissent comprendre le peuple. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Et suite à cela, il y a eu des doubles sanctions qui ont été imposées à nos autorités par l'IEMOA et la CEDEAO. Et suite à ces différentes sanctions qui nous ont été imposées par ces différentes organisations, les autorités ont appelé le peuple pour pouvoir défendre la patrie et la souveraineté de l'État. Et c'est dans ce cadre-là qu'un appel a été lancé et le vendredi 14 janvier 2022, le peuple s'est levé comme un seul homme. Plus de 4 millions se sont mobilisés pour défendre le Mali. On a été tous un peu témoins de cela. Qu'est-ce que vous retenez fondamentalement, vous personnellement, de cette journée? Ce que je retiens beaucoup de cette journée, c'est cet élan de patriotisme que le peuple a mis dans sa conduite. Et en plus également la résilience du peuple face aux différentes sanctions et face à la situation que le pays vivait. Parce que c'était des sanctions quand même très lourdes. Très lourdes, très lourdes. C'est ce qui a valu de les qualifier même de illégales, illégitimes et même inhumaines. Ça veut dire qu'on nous a même coupé les médicaments et tout ce qui va avec. Donc c'est pour cela qu'on a dit que c'est des sanctions inhumaines et le peuple a dit malgré ça, nous allons défendre notre patrie. Alors, les autorités décident donc que ça va être désormais journée nationale de la souveraineté retrouvée. Effectivement, face aux différentes conséquences, impacts que la journée a entraîné, les autorités ont compris en réalité que le peuple est désormais engagé pour défendre ce qui l'appartient. Par un décret, le décret numéro 0014 PTRM du 13 janvier 2023, les autorités ont institué la journée comme journée nationale de la souveraineté retrouvée en commémoration de cette résilience et de cette mobilisation pour la défense de la patrie. Alors, quel symbole, quel message fort cette journée véhicule désormais depuis son institution? Depuis son institution, cette journée véhicule comme message premier, c'est que nous, notre épanouissement, la défense de notre patrie, notre résilience face à tout ce qui arrive ne peut venir que du peuple lui-même. Et il appartient au peuple de défendre ce qui l'appartient.
Et c'est ce qui a été fait et c'est un élément essentiel de soutien aux autorités. Parce que le pouvoir est exécuté par les autorités au nom du peuple et pour l'intérêt du peuple. Et c'est dans ce cadre-là que cette journée est très symbolique et pleine de signification. Soutien aux autorités qui depuis affichent une détermination sans faille. Exactement, exactement. Et cette détermination est vue à tous les niveaux, surtout à travers les différentes actions qui sont posées. C'est parce que les actions qui sont posées dans l'intérêt du peuple et également le choix qui est fait, également le choix émane des autorités et non des choix imposés. Et également, toute décision qui est prise aussi, c'est des décisions qui incarnent aussi la prise en charge du besoin vital du peuple malien. Des décisions qui refusent désormais ce qu'on appelle l'impérialisme et l'impérialisme par procuration. Exactement, exactement. C'est cela en réalité. D'accord. Alors, depuis, les autorités ont donc continué à poser des actes. Quels sont les actes qui ont été posés depuis qui vont dans le sens de cette souveraineté retrouvée, de sa consolidation selon vous? Tous ces actes ne peuvent pas être cités en réalité. Nous allons essayer d'énumérer certains actes posés. Dans un premier temps, le renforcement de notre arsenal sécuritaire, tant en termes techniques de formation et également en termes de dotation matérielle. Et cela est visible à tous les niveaux. Et dans un second temps également, quand on regarde les actes qui sont posés, c'est des actes également qui tendent à mettre le Malien nouveau en avant à travers l'adoption d'un programme national d'éducation aux valeurs. Parce que c'est un constat qui a été fait lors des assises qu'en réalité, tout ce qui nous est arrivé est dû quelque part à la malgouvernance. Et cette malgouvernance-là est liée en réalité quelque part à l'éducation. Donc c'est pour cela les assises ont recommandé qu'on puisse trouver un programme national d'éducation aux valeurs. En plus de cela également, en termes aussi de santé, il y a aussi la transformation de nos centres de santé communautaires en des hôpitaux de troisième génération. Et l'ensemble du district de Bamako également, et la création d'autres hôpitaux dans des régions. Également, en dehors de cela aussi, quand on regarde aussi en termes de la diplomatie, la consolidation a permis de mettre la parole du Mali et également de l'AES plus haut. Parce qu'à travers cette célébration, nous avons pu également créer la confédération. Parce que unis, nous sommes forts. Unis, nous pouvons porter notre voix plus loin. Et c'est dans ce cadre-là que l'AES aussi a été créé. Et aujourd'hui, des actes significatifs sont posés. La création de la banque d'investissement, la télévision, la radio. Également, il y a la presse écrite également. Tout ça, c'est des éléments de communication qui permettent de consolider cette souveraineté. Mais avant tout cela, il y a eu quand même des actes très forts de manière symbolique, comme le départ des troupes étrangères, Barkhane, la MINUSMA. Exactement, exactement. Il y a eu le départ de Barkhane, de la MINUSMA, et en plus également, il y a eu la dénonciation également du statut de Rome. Donc, il y a plusieurs actes qui ont été posés. Également, ici, même quand on regarde sur le plan économique, au niveau du Mali, nous avons notre code minier nouveau, auquel code sont en train d'adhérer les différentes sociétés minières qui sont là et qui contribuent significativement à la stabilisation de notre économie malgré les différentes sanctions. Mais tout cela n'a pas été facile quand même. Oui, ça peut la voie de la souveraineté. Oui, comme on le dit souvent, c'est les Bambara. Hein? On ne peut pas s'attendre à la braise sans accepter la fumée. Pour avoir de la braise, il faut accepter la fumée. Donc nous avons accepté toutes ces pressions, toutes ces conditions difficiles pour pouvoir aboutir petit à petit à ce résultat-là. 2026, donc, 4e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Commençons par le thème. Vous avez retenu un thème intitulé « Souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain ». Expliquez-nous la portée un peu de ce thème. En réalité, c'est un thème significatif. D'abord, ça veut dire que si nous avons clamé notre souveraineté, nous l'avons, et c'est cette souveraineté-là qui nous permettra de décider de nous-mêmes pour qu'on puisse aller de l'avant et pour qu'on puisse développer notre pays. Et c'est à travers cela
que tous les actes que nous avons cités tout de suite là, le renforcement de notre capacité militaire, la sécurisation de l'ensemble du territoire malien, la création de la banque d'investissement, la transformation de notre enseignement à travers le programme national d'éducation aux valeurs, ça c'est des éléments concrets qui permettent de développer le Mali de demain. Donc sans cette souveraineté-là, on allait encore rester avec Barkhane, MINUSMA, autres structures qui vont encore continuer à nous distraire pour qu'on ne puisse pas avancer. Alors, construisons le Mali de demain. Le message s'adresse à qui? Les autorités? Le peuple? À qui? Le message s'adresse à tout un chacun. Parce que quand vous regardez dans la constitution du Mali, chaque citoyen malien est considéré comme un soldat et qui doit défendre le pays. Donc, chaque citoyen doit jouer son rôle, sa partition. Donc, chacun dans son côté qui joue sa partition, l'ensemble des actions posées permettra de nous amener vers le Mali de demain. Mais concrètement, qu'est-ce que vous attendez de monsieur tout le monde quand vous lui dites construisons le Mali de demain? Qu'est-ce que vous attendez du citoyen lambda? De ce que nous attendons du citoyen lambda, ça veut dire celui qui est commerçant, il doit exercer son commerce suivant la réglementation en la matière et en s'acquittant également de tout ce qui est imposition et autres là, ça permet à l'État d'avoir des moyens nécessaires également pour pouvoir investir dans le développement et aller de l'avant. Celui qui est un bûcheron, il doit également le faire selon les textes et dans la protection de la forêt. Ça permet de protéger l'environnement et ça nous permet d'aller de loin également. Donc chacun, l'étudiant, il doit également étudier sans tricher et en ce moment, les connaissances acquises pourront le servir demain. Donc il s'agit de cela pour que chacun puisse s'investir pour qu'on puisse construire le Mali de demain. Alors, ce n'est pas pour une seule personne. D'accord. Parlons du programme, des activités qui sont au menu ce jour-là. Docteur Koïta, vous avez donc une panoplie d'activités. Quelles en sont les plus importantes, les activités phares? Nous avons dans un premier temps la montée des couleurs avec l'incantation de l'hymne national. C'est très important que les uns et les autres puissent s'en approprier. Et cette montée des couleurs se fera sur l'ensemble du territoire national. Et également, chaque organisation, également, indépendamment de l'État, peut le faire dans sa propre structure également. C'est symbolique et c'est important. Et c'est déjà institué tous les lundis en République du Mali. Voilà, exactement, à l'image de cela. Donc, chacun doit le faire. Et dans un second temps également, il y a la leçon modèle, qui est faite au niveau des écoles fondamentales du premier cycle, second cycle, et également dans les écoles professionnelles, et également des conférences au niveau des universités. D'accord. La leçon modèle, on parle aux plus jeunes de valeurs comme le patriotisme. Quelle est la portée des leçons modèles? La portée des leçons modèles, c'est de permettre à ces jeunes de savoir c'est quoi la patrie et quel est le rôle que, en tant qu'enfant, je dois jouer en tant qu'enfant dans le développement de la patrie. Parce que même les enfants ont un rôle à jouer. Exactement, parce que depuis longtemps, on avait enseigné l'éducation civique et morale, mais l'aspect patriotique avait failli. Donc désormais, avec le programme national d'éducation aux valeurs, nous avons dit qu'il faut aller vers l'éducation civique, morale et patriotique. En plus d'enseigner les institutions, leur organisation et leur influence, également le comportement qu'un individu doit avoir, il faut aussi développer sur chaque individu cet amour de la patrie. L'amour de la patrie. Et c'est ce qui avait beaucoup manqué. L'amour de la patrie depuis l'enfance, quand on est bercé avec, à un niveau, donc nous allons nous renforcer. Et ce que nous cherchons, la souveraineté là, elle doit être sauvegardée. C'est comme de l'eau sur le feu. Les impérialistes nous guettent. Il suffit d'oublier un peu et ils vont vous envahir. Donc, il faut préparer les enfants dès le bas âge pour que personne n'oublie et qu'on puisse défendre cette souveraineté bec et ongle. Alors, vous avez parlé de leçon modèle à ce niveau-là, et vous avez parlé de conférences à un niveau un peu supérieur. À un niveau plus supérieur. Là, c'est des détails qui seront donnés encore plus, avec plus de recherches approfondies, parce que les cibles à ce niveau-là sont des cibles plus matures et qui comprennent la portée immédiatement. Donc c'est pour cela que des conférences sont organisées au niveau des universités également, renforcer déjà cet esprit patriotique qui sont en eux et également les permettre aussi d'avoir les mécanismes nécessaires pour pouvoir les défendre également
dans leurs familles, les véhiculer ces messages dans les familles, dans les grains, etc. D'accord, nous avons parlé de montée de couleur, de leçons modèles. Exactement. Ensuite, il y a le don de sang. Il y a des dons de sang également qui est fait. Nous organisons à travers le ministère de la Santé qui coordonne ça sur l'ensemble du territoire national. Et cette année également, il y a des box également qui seront ouverts au niveau du stade Mamadou Konaté pour le don de sang. Le don de sang, c'est pour qui? Est-ce que c'est en faveur des forces armées ou alors c'est pour tout le monde en réalité? Le don de sang qui est fait, il y a l'armée qui en profite, il y a la population lambda également. Le don de sang est fait pour le Malien même. Donc l'ensemble de la population malienne. Parce que quand on donne le sang, le ministère de la Santé a. Et quand il y a des blessés, selon les urgences, ils prennent ce sang-là pour les servir. Donc c'est un acte de solidarité très fort que chaque citoyen doit manifester si sa santé le permet. Donner son sang, quand même, effectivement, c'est un geste très fort. Au-delà du don de sang. Voilà, il y a aussi la grande mobilisation qui est prévue au stade Mamadou Konaté le mercredi 14, pour magnifier les drapeaux, faire la promotion des drapeaux avec la jeunesse. Est-ce que c'est une innovation en la matière? Ce n'est pas une innovation, mais c'est un acte fort parce que l'année passée, ça a été célébré au niveau de la salle de basket, Afro-Basket, l'ACI 2000, et cette année, la salle est en rénovation. D'accord. Donc c'est pour cela que le stade Mamadou Konaté a été retenu. Mais l'innovation, c'est quoi? C'est le fait d'ouvrir des box pour le don de sang. D'accord. Concomitamment à l'activité de mobilisation et de promotion du drapeau. Donc ça, c'est sous le leadership du ministre de la Jeunesse et des Sports également. Vous avez également au menu, en termes d'innovation, si j'ai bien compris, une marche patriotique. Exactement. C'est une marche qui va mettre en avant cet esprit toujours de patriotisme, mais également montrer que tout cela doit se faire dans un corps sain. Et le corps sain, c'est à travers le sport également. Donc le sport aussi contribue à donner la santé à la population, et cette santé-là permet à chaque citoyen également qui le pratique également de pouvoir contribuer efficacement selon son domaine de compétences. Est-ce qu'il faut comprendre que c'est une activité du ministère de la Jeunesse, en charge de la jeunesse, ou alors que c'est tous les Maliens qui sont conviés à cette marche? Comment est-ce que ça se passe? Non, c'est tous les Maliens qui sont invités à la marche. Mais quand vous organisez une activité, il y a le leadership qui est assuré par un organe. Et l'organe, c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports qui assure le lead pour l'organisation de cette marche-là. Mais cette marche, elle peut être organisée également même dans les régions. Dans toutes les régions du Mali, la même marche peut être organisée avec les citoyens sous le leadership toujours des services déconcentrés du ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors, on va en arriver à ce que vous faites dans les régions, mais comment est-ce que les organisations de la société civile, par exemple, sont associées à vos activités? Par rapport aux organisations de la société civile, d'abord, les décrets instituant la commission. Il y a une commission qui est créée, une commission ad hoc d'organisation. Dans cette commission-là, toutes les fêtières des organisations de la société civile sont représentées. Et à travers les représentations, ils paient les informations qui sont les activités qui sont prévues, donc et ils relaient au niveau de leur fêtière. Et chaque fêtière également a la possibilité de faire sa propre organisation. Mais indépendamment de cela, au niveau des différentes régions, sous le leadership des gouverneurs et des délégations ministérielles par endroit, également, ces mêmes activités sont organisées avec l'ensemble de la société civile ou des forces vives des différentes régions. Alors, quand vous parlez des régions, est-ce que toutes les régions du Mali sont concernées par la commémoration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée? Effectivement, toutes les régions du Mali sont concernées. De Kayi à Kidal, toutes les régions, sans exclusion. Indépendant, en dehors même des régions, les cercles, les arrondissements, toutes les régions commémorent cette journée aujourd'hui. Et également, il y a des délégations partout. Il y a des délégations partout, dans toutes les régions, parce que de Kidal à Kayi, les délégations se déplacent. Souvent, pour des questions de logistique, il arrive que certaines délégations ministérielles n'arrivent pas dans certaines régions. Mais là où les délégations ministérielles n'arrivent pas, le leadership est assuré par le gouverneur de la région. Les autorités locales sur place, d'accord. Les Maliens de l'extérieur? Les Maliens de l'extérieur également fêtent bien cette journée.
à travers les ambassades et les consulats. Et le ministre des Maliens établi à l'extérieur, l'année passée, il s'est déplacé, il était au Niger dans le cadre de la célébration de cette journée. Et cette année aussi, il envisage de se déplacer pour aller dans un autre pays pour célébrer cette même journée. Mais indépendamment du déplacement du ministre, l'ensemble des ambassades et des consulats organisent la montée des couleurs, organisent des conférences en leur sein pour commémorer cette journée avec des Maliens établis dans leur juridiction. Vous essayez donc d'atteindre les Maliens où qu'ils soient sur le territoire national ou en dehors du territoire national. Vous êtes membre donc, Monsieur Koïta, de la Commission nationale qui est à pied d'œuvre depuis un certain temps. On peut dire d'ailleurs que vous présidez cette commission au nom du ministre. Dites-nous qu'est-ce qu'elle a eu à faire jusque-là pour que cette journée soit vraiment une réussite. D'abord, elle a commencé par des activités préparatoires et ces activités préparatoires ont consisté d'abord à préparer d'abord des éléments de langage, des éléments pour permettre d'élaborer, ou à chaque ministre également de pouvoir communiquer et faire la genèse de la journée. Et en dehors de ces éléments, il y a des affiches, des éléments de communication qui sont préparés, des affiches, bandes d'annonces, etc. Ça veut dire tout ce qui est scientifique dans le cadre de l'élaboration. La commission a fait tout cela. La commission a validé l'ensemble de ces instruments-là. Et maintenant, ce sont ces instruments validés qui permettent maintenant la mise en œuvre réelle des différentes activités. Donc, c'est ce qui est en cours. D'accord. 3 éditions déjà de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée se sont tenues jusque-là. Qu'est-ce que vous retenez en termes de capitalisation, en termes de bilan des 3 années précédentes? En termes de bilan, nous retenons en réalité des trucs très positifs. Très positifs comme résultat de la célébration de ces journées-là. D'abord, le premier résultat, c'est quoi? C'est le renforcement de l'esprit patriotique de la population malienne. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est aussi le renforcement de la résilience de la population malienne. La population malienne a compris tout ce qui se trame contre l'État malien. Donc c'est pour cela, vous avez vu, avec cette crise que nous avons connue du carburant, la population a compris. Et la journée de la souveraineté en est pour quelque chose en réalité. Donc la population aujourd'hui, avec les moyens de communication, est en train de comprendre en réalité que tout ce qui se passe là, c'est ce que nous allons décider de nous-mêmes qui serait pour nous. Donc ça, c'est important. Et maintenant, il est bon, à travers nous, de pouvoir consolider l'ensemble de ces résultats-là. Et vous avez vu, le président, lors de son adresse à la nation, 31 décembre, il a parlé de la consolidation des acquis de la souveraineté. Donc, il est bon qu'on puisse consolider. Et cette consolidation de la célébration de la journée a été prise comme une action qui doit être mise en œuvre dans le cadre du programme national d'éducation aux valeurs. D'accord. Le programme national d'éducation aux valeurs, parlons-en. Vous avez parlé donc du patriotisme, l'esprit patriotique en tant que valeur. On sait donc que les valeurs, vous y tenez beaucoup, en tout cas au niveau du département. Ce programme, il existe. Parlez-nous-en concrètement. Et qu'est-ce qu'il poursuit comme objectif et qu'est-ce que vous avez déjà fait dans ce cadre? Ok, merci bien. D'accord. Le programme national d'éducation aux valeurs, en réalité, c'est une des recommandations des assises nationales de la refondation. Et après l'élaboration du programme, il a été remis au président. Et le président a instruit d'abord d'informer l'ensemble de la population malienne de son existence et également de son contenu. Le programme national d'éducation aux valeurs vise à mettre en place un citoyen malien de type nouveau, comme on le dit, les Mali d'Inkoura, à travers le renforcement de l'éducation, à travers des enseignements et à travers des principes, des valeurs endogènes que nous avons héritées. Et ces valeurs-là sont de 3 ordres. Par exemple, nous avons des valeurs d'homme, dans lesquelles valeurs d'homme, je vais citer juste 2. Il y a des valeurs identitaires et des valeurs civiles. Quand je dis valeurs identitaires, c'est la connaissance de soi, la connaissance de son patronyme. Quand je dis valeurs civiles,
ça veut dire la citoyenneté, la connaissance de la patrie, l'amour de la patrie. Il y a également les valeurs démocratiques. En dehors des valeurs d'homme, il y a les valeurs démocratiques, des valeurs du système et les valeurs du système. Dans les valeurs d'État ou démocratiques, quand vous voulez, il y a là l'amour du travail et le travail bien fait, l'assiduité, la ponctualité. Et en dehors également, il y a les valeurs du système, par exemple. Ça veut dire que quand vous évoluez dans un système, il faut connaître les règles qui gouvernent le système pour mieux appliquer le système. Si vous êtes dans la démocratie, cherchez à connaître c'est quoi la démocratie, quel est le rôle de chaque citoyen dans la démocratie. Si vous êtes dans la monarchie, il faut chercher c'est quoi la monarchie et connaître ses valeurs pour pouvoir les appliquer. Donc ces trois valeurs, ces trois compartiments de valeurs-là, c'est ce qui est développé à travers des différents ministères qui ont des actions qui doivent être mises en œuvre. Alors, le patriotisme, on le classe de quel côté dans les trois catégories que vous avez citées? Le patriotisme, ça se classe dans les valeurs de la République. Dans les valeurs de la République, il y a ce qu'on appelle les valeurs civiques. Dans les valeurs civiques, là, il y a le patriotisme. D'accord. Vous avez parlé de faire connaître ce programme. Où est-ce que vous en êtes avec sa vulgarisation et on va dire sa mise en œuvre, son déploiement? Par rapport à la vulgarisation, nous avons commencé, nous ambitionnons de sillonner l'ensemble des régions du Mali et également, en dehors de cela, également les zones de forte concentration des Maliens établis à l'extérieur. Et également, nous n'oublions pas nos déplacés internes et également les réfugiés maliens à l'extérieur. D'abord, dans le cadre de sa vulgarisation, cette année, nous avons ciblé plusieurs régions. Nous avons fait après 6 à 8 régions déjà où nous avons vulgarisé ce programme tant à l'endroit des populations, à l'endroit des forces vives des régions, mais également à l'endroit de nos déplacés internes. Parce qu'on a dit que chaque Malien doit être informé de son existence. Même si les circonstances ont fait que vous n'êtes plus dans votre localité d'origine, là où vous êtes, l'État va vous retrouver et vous informer de ce qu'il y a. Et c'est ce qui est fait. Ça, c'est en termes de vulgarisation, d'accord. En termes de vulgarisation. Maintenant, en termes de mise en œuvre, nous sommes en train d'élaborer le premier rapport de mise en œuvre. Donc, il y a les départements qui sont en train de donner des informations de l'état de mise en œuvre des différentes actions relevantes de leurs compétences. Pour l'instant, nous n'avons pas fait un rapport. Et tant que le rapport n'est pas établi, il serait difficile de dire à quel niveau nous sommes dans la mise en œuvre. Mais d'ici la fin du mois de janvier ou février, nous aurons le premier rapport de mise en œuvre du programme national d'éducation aux valeurs. Vivement ce rapport, donc, la journée nationale de la souveraineté retrouvée qui renvoie encore une fois à ces ANR qui avaient fait des recommandations. Comment se porte aujourd'hui le chantier global de la refondation au Mali? Le chantier global de la refondation au Mali se porte très bien. Se porte très bien. Parce que quand on regarde, les ANR ont fait 517 recommandations. D'accord. De ces 517 recommandations, ils ont été répartis en 3 plans d'action. Le plan d'action prioritaire, le plan d'action prioritaire complémentaire et le plan d'action de la refondation. Le plan d'action prioritaire comprend 55 actions. Le complémentaire comprend 153 actions. Et le plan d'action de la refondation élu comprend 309 actions. Au jour d'aujourd'hui, si on fait le bilan de tout ce qui a été réalisé, quand on prend en termes des actions commencées et totalement réalisées, des plans d'action prioritaires au plan d'action de la refondation, nous avons 72 actions qui ont été totalement réalisées. Ceux qui ont connu un début d'exécution, selon les indicateurs, nous avons 315 actions qui ont connu un début d'exécution. Et sur les 500, nous avons 130 actions seulement qui n'ont pas connu de début d'exécution. Donc si on fait le résumé, en termes d'actions déjà exécutées et en cours d'exécution, nous sommes à 387. Et en termes d'actions non encore commencées,
à la date du 31 décembre 2024, parce que le rapport 2025 est en cours d'élaboration. À la date du 31 décembre 2024, nous avons seulement 130 actions qui n'ont pas connu un début d'exécution. Donc, partant de ce résultat, nous pouvons dire que le chantier de la refondation se porte très bien. Mais Monsieur Koïta, les chiffres, c'est bon, c'est très scientifique, hein, mais en réalité, pour le profane, on peut évaluer la chose un peu en termes de... est-ce qu'on a beaucoup avancé vers ce rêve du Mali Koura qui est là? Est-ce que vous estimez que l'état d'avancement des choses dans la construction du nouveau Mali est vraiment conforme, reflète vraiment les chiffres que vous évoquez? Parce que si on vous entend par les chiffres, l'essentiel est fait. Effectivement, si on se réfère aux chiffres, l'essentiel est fait, et dans la pratique aussi, c'est ça. Parce qu'il y a un comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des forums nationaux de la refondation. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus ANR, parce que ça va au-delà des ANR. Ça veut dire que tous les forums qui sont tenus, aujourd'hui, il y a le même comité indépendant est en train de les suivre. Et ce comité indépendant est réellement indépendant, n'est lié à aucune autre autorité. Et toute information que cette autorité, ce comité reçoit, le comité part sur le terrain pour vérifier. Et s'il y a des choses qui ne sont pas conformes avec l'esprit des ANR, ils font des notes également pour dire que, vous avez réalisé ça selon les indicateurs, mais en réalité, quand on regarde selon l'esprit de la population, ce n'est pas comme ça que ça devait se faire. Donc, c'est pour permettre aux autorités de mise en œuvre encore de rectifier et de prendre d'autres pas pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc, en termes de réalisation, je donne quelques exemples. On a dit de renforcer notre arsenal militaire. Aujourd'hui, sur le plan de la défense, on voit. On a dit d'avoir un Malien de type nouveau, le Mali Denkoura, qui rimerait avec le Mali Koura. Et aujourd'hui, nous sommes sur le chemin. Parce que la refondation est un processus. Le processus est déjà enclenché. Et c'est irréversible. On ne peut plus retourner en arrière. Mais justement, le Mali Denkoura que vous évoquez, il est primordial dans la construction du Mali Koura. Est-ce qu'on y est déjà? Effectivement, nous avons commencé. D'accord. Nous avons commencé en ce sens que d'avoir le programme, ça c'est un. Vulgariser le programme, c'est deux. Et également, dans cela également, il est instruit. C'est des actions qui relèvent du ministère de l'Éducation et autres, qui ont commencé. Ce que j'ai dit, nous sommes en train de collecter des informations qui doivent mettre des leçons, revoir le système éducatif pour que ces valeurs-là puissent être enseignées, pas simplement au niveau de l'école seulement, même ceux qui sont en activité, les fonctionnaires et autres là, selon leur niveau, chacun doit recevoir cet enseignement-là. Donc c'est des actes qui sont posés, qui sont là. Mais c'est un processus qu'on ne peut pas mettre tout en même temps en œuvre. Donc il y a le principe du réalisme de la mise en œuvre des actions du cadre stratégique de la refondation, qui sont les recommandations des assises nationales. Donc nous sommes sur le chemin et nous y arriverons. En attendant, exactement. 14 janvier, le message à l'endroit des populations, c'est quoi? On est au terme de notre entretien. Voilà, le message que nous adressons à la population, en réalité, c'est que personne ne doit être en marge de la célébration de cette journée. Chacun doit la célébrer. Et c'est un appel que nous lançons à tous les Maliens, de l'intérieur comme ceux de l'extérieur, de se joindre à toutes les autorités locales, à tous les niveaux où ils se retrouvent, et pour nos compatriotes également établis à l'extérieur, partout où ils sont, de s'approcher des consulats et les ambassades pour pouvoir célébrer cette journée-là, magnifier cette journée, renforcer la résilience et l'esprit patriotique de la population malienne. Donc c'est cette mobilisation patriotique que nous leur demandons. Et en plus également pour ceux de Bamako, nous leur lançons un appel solennel de pouvoir se mobiliser pour le stade Mamadou Konaté, où nous allons promouvoir le drapeau national et également développer et recevoir les messages des plus hautes autorités. Inch'Allah. Docteur Souri Ousmane Koïta, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier pour l'opportunité donnée. Merci. Merci bien. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur le RTM.